On aurait dit que nous étions entrés à l'intérieur de l'île. Le vent retomba et les eaux s'apaisèrent. Les pirates se retrouvèrent à la fois bouche bée et soulagés. Ils étaient passés par là des centaines de fois et n'avaient jamais soupçonné l'existence de ce refuge. Ils jetèrent l'ancre au milieu de cette langue de mer et le calme s'installa. « Pincez-moi » s'exclama Eric le Belge. « C'est un miracle !»« Mais où sommes-nous ? Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Il est invisible depuis la mer. » « Phinéas, si !» intervint Jack le boiteux admiratif. « C'est pour cela qu'on disait souvent de lui qu'il était capable de disparaître en mer. Je crois que personne d'autre ne connaît l'existence de ce havre. » Et en se retournant, il demanda dedans. « Et toi ?» ?»« Bien sûr que non, répondit celui-ci. Il a lu découvrir après que j'ai quitté son équipage. Nous passâmes la nuit là, à discuter de Crane. Nous étions tous excités à l'idée de ce qui pouvait nous attendre dans les pages de son livre. Le jour suivant, nous arrivâmes à la Barbade. Une fois que Barracuda nous eut rappelé que nous ne devions pas dire un mot sur la baie secrète, nous fûmes autorisés à descendre à terre. Le capitaine avait un rendez-vous d'affaires avec un négociant de droit italien, un dénommé Bruno. Dans beaucoup de bateaux que nous capturions, on trouvait des étoffes et des brocarts apparemment de grande valeur, et Barracuda les vendait presque toujours à ce type. Parce que les riches broderies et les perles ne nous allaient pas des masses à nous autres pirates. Soyons honnêtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après l'exploit de Malik, au rocher du condamné, nous décidâmes d'emporter le livre avec nous. Cette fois, il n'y eut ni taverne, ni bagarre, ni bringue jusqu'au petit matin. Nous passions notre temps à lire à tour de rôle, en prenant note mentalement de ce que racontait le célèbre pirate dans son histoire. Qui sait, cela pourrait peut-être nous servir à un autre moment, comme ce qui s'était passé avec le refuge qui avait sauvé la Croix du Sud, et nous aussi par la même occasion. Tout le monde nous regardait, et c'était bien compréhensible. Personne n'avait jamais vu des pirates sages comme des images, se passant un livre tous les 10 minutes, qui plus est fixant la mer comme des naufragés heureux. Et quand celui qui lisait s'exclamait ou était surpris, certains lui demandaient pourquoi, tandis que d'autres exigeaient qu'il ne dise rien, parce qu'ils voulaient lire eux-mêmes. Mais même quand nous eûmes faim, nous décidâmes que l'un d'entre nous irait acheter à manger et que nous casserions la croûte sur place. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est sur moi que c'est tombé. Même si la baleine proposa de me donner un coup de main, ne soyez pas trop étonnés, vous ne seriez pas non plus capable de rapporter seul de quoi nourrir autant de pirates morts de faim. Mais ce que je veux vous raconter de ce séjour à la Barade se passe en réalité un jour et demi plus tard. Comme je l'ai déjà expliqué, Barracuda avait rendez-vous avec le négociant d'étoffes à la taverne du Perroquet Siamois. Nous nous rendîmes là-bas, le capitaine, Nonio, la baleine et moi. Les pirates sont téméraires, mais pas idiots. Et celui qui trempe dans ce genre de commerce sait très vite qu'il ne faut jamais aller seul à ses rendez-vous. Pas peur, non. Pas par peur, non. C'est juste qu'un pirate méfiant vit plus longtemps. Vous me direz, et à raison, que dans ce genre de situation,
Un gamin de 11 ans ne vaut pas grand-chose, mais cela me plaisait d'être au cœur de l'action. Vous pouvez me remercier d'ailleurs parce que comme ça, je peux vous raconter cette histoire des moindres détails. Il y a peu de choses auxquelles je n'ai pas assisté. De toute façon, venir avec la baleine était suffisant. Il en a imposé, et la majorité des pirates s'étranglaient rien qu'en le voyant. S'il avait connu comme moi, il se serait rendu compte qu'il était aussi gentil qu'il était grand. Il fallait toujours qu'il sauve les chatons pris dans les palmiers qui caressent les chiens, pouilleux des bas-fonds les plus infects. Il était bon comme du bon pain. C'est cela, une bonne grosse miche de pain. Après, dans les bagarres, s'il le fallait, il pouvait distribuer des sacrés nions, mais seulement si c'était nécessaire. Nous étions donc tous là, chaque partie d'un côté de la table, nous à un bout, l'Italien et ses comparses à l'autre, plutôt beau et mince, le Bruno, pas d'allure d'un pirate, ce qu'il ne prétendait pas être, mais bien plus dangereux que nombre d'eux, malgré l'absence de jambes de bois et de bandeaux. On ne plaisante pas avec l'Italien, il est accompagné d'un Turc imposant, au visage barré d'une énorme cicatrice, avec à la ceinture une dague grande comme mon bras, ainsi que deux autres types, je crois qu'ils étaient français, qui n'ouvrirent jamais la bouche, mais qui donnèrent l'impression de vouloir faire notre portrait tellement ils nous fixaient. La conversation ne dura pas longtemps. Barracuda expliqua que nous avions des marchandises qui pourraient l'intéresser et l'Italien lui donna son prix. Les choses auraient pu en rester là avec un voici les marchandises et un voilà ton argent si l'Italien n'avait pas voulu faire son malin, alors que personne n'y s'y attendait et ne lui avait demandé. Il sortit un papier et le laissa sur la table en demandant au capitaine de signer. C'est mieux de faire les choses par écrit, comme ça nous saurons tous à quoi nous en tenir. Tu n'as qu'à tracer une croix ici. Barracuda fixa le palier, puis plus longtemps de nommer Bruno, qui souriait comme une communiante. Moi, je me rendis compte que par-dessus mon épaule, et bien que l'écriture soit épouvantable, la baleine était en train de lire. Un instant, dit-il tout à coup en abattant son poing sur la table. Nonio et moi sursauttâmes comme un seul homme. Mais je dois vous avouer que le capitaine ne s'y l'a pas. La baleine s'empara du papier et l'agita sur le nez de Bruno. « Est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles ?» rugit-il. « Il gèlera en enfer avant que Barracuda ne signe un tel torchon. » Et à un bon rythme, il se mit à lire. « Par la présente, le capitaine répondant au nom de Barracuda s'engage à réserver toutes les marchandises dont il se sera emparé lors de ses voyages à Bruno Castelfiero, qui, à compter de cette date, aura un droit de préférence sur celle qui jugera mais de son intérêt et pour lequel lui fixera un prix. » Barracuda souriait en regardant fixement l'Italien. John la baleine chiffonna le papier et devant l'assemblée médusée, il n'en fit qu'une bouchée. Il était comme ça, ce grand bêta. Il adorait faire son petit effet avec des gestes spectaculaires. « Tiens, Castelfiero, dit le capitaine très lentement. Peut-être que tu pensais qu'il serait facile de m'avoir. Sûrement, n'est-ce pas ? D'un autre côté, je ne comprends pas comment tu as pu croire qu'un misérable bout de papier m'obligerait à quoi que ce soit. Nous sommes des pirates, nous n'en avons rien à faire des papiers ni des signatures.
Votre parole suffit. Si j'ai conclu un accord, je le respecte. Quiconque me connaît le sait, comme on sait que je ne pardonne jamais une trahison, sans exception. L'Italien. Un silence plus que gênant s'installa. Les Français firent un pas en avant. Le Turc posa la main sur sa dague et grogna, comme un chien de garde. Restez attentif que personne n'aille faire que de bêtises à cet instant. Nuño déposa sur la table de la bourse en cuir que nous avait donnée Bruno. Restons-en là, messieurs, dit-il calmement. Il n'y a pas d'accord. Voici votre argent. Et chacun repart de son côté. Allons, Barracuda, protesta le négociant. Ne nous énervons pas. Cet argent est à vous. Que feriez-vous de ces étoffes? Des voiles à fleurs pour la Croix du Sud? C'est un mal attendu, rien de plus. Bruno regardait Barracuda, mais le capitaine n'ouvrit plus la bouche. Ce fut la baleine qui prit la parole. Mal attendu mon œil. Vous pensiez avoir affaire à une bande de pirates ignares, mais tel est le prix qu'il se croyait prendre. Je lui donnai un coup de coude et il se tut. Il n'y a plus d'accord, répéta Nuño. Il n'y a plus d'accord, répéta Nuño, en détachant chaque syllabe. Terminé. Barracuda se leva sans quitter des yeux le dénommé Bruno. Je dois vous dire que quand le capitaine était comme ça, il faisait vraiment peur. Puis il sortit de la pièce sans se retourner une seule fois. Nous autres, nous fîmes le contraire. Nous sortîmes en marchant à reculons. Sans perdre de vue les 4 types qui restèrent à la table, l'air renfrogné. L'Italien était assis sur les poings serrés, et le visage tellement déformé par la colère qu'on aurait pu en rire. Bien sûr, nous ne savions pas à cet instant que toute cette histoire ne resterait pas là, et que cela ne serait pas la dernière fois que nous croiserions la route du dit Bruno Castelfiero. Dans la rue, John la baleine était heureux comme un enfant qui vient de recevoir des habits neufs. Tu as vu, Foufollet? J'ai tout lu d'une traite, exultait l'énorme pirate en sautillant autour de moi comme un chiot excité. J'ai regardé le papier et je me suis dit, je sais le lire, je connais toutes les lettres. Ventre bleu, tu as vu, Nuño? Tu as vu ça? J'ai fait ça bien, hein, pas vrai? Tu as fait ça à merveille, la baleine, lança Barracuda devant nous, sans ralentir ni même se retourner. L'énorme John en resta stupéfait. Comme touché par la grâce divine, le capitaine, qui ne disait jamais rien de bien sur personne, l'avait félicité. Cette nuit-là, sans aucun doute, il n'y eut pirate plus heureux que sous l'étoile de Caraïbes que mon bon ami John la baleine. Chapitre 8. Le jour suivant, alors que nous étions dans le port de la Barbade, l'équipage resté à bord nous fit raconter 1000 et une fois l'histoire de la rencontre avec Bruno l'Italien. Chaque fois que nous arrivions au moment du contrat, j'ajoutais un détail pour le rendre plus intéressant, et la baleine riait comme un enfant. Barracuda restait à la proue du bateau, plongé dans ses pensées. Tout à coup, il poussa un cri. « Nuño !» L'Espagnol le rejoignit en 2 enjambées. Ils discutèrent à voix basse. Nuño semblait très surpris parce que lui disait le capitaine, et secouait la tête énergiquement en signe de dénégation. Ensuite, il montra dedans et Éric le Belge du doigt.
Les deux n'en menaient pas large, et comme Barracuda semblait insister, l'Espagnol désigna alors l'équipage tout entier. Nous n'en menions tout pas large. Après ça, un long silence se fit, durant lequel les deux hommes se toisèrent, et Nuño, comme mu par un ressort, s'éloigna de la proue, se frayant un chemin entre nous et marmonnant entre ses dents. Moi et ma guigne, maudite soit-elle! Que voulez-vous, le capitaine? Que voulait le capitaine? Lui demanda John la baleine, l'arrêtant au passage et posant une main sur son épaule. L'Espagnol le dévisagea. Moi et ma guigne, maudite soit-elle! Que voulait le capitaine? Lui demanda John la baleine, l'arrêtant au passage en posant une main sur son épaule. L'Espagnol le dévisagea. Que je lui apprenne à lire, moi et ma guigne, maudite soit-elle, répéta-t-il. Jack le boiteux ne put s'empêcher de s'esclaffer. Ventre cinglé, dit-il entre deux crises de rire, il va t'arracher les yeux. Vas-y pour lui expliquer les lettres muettes. Non. Soyez prêts, les gars, continua-t-il, plié en deux. Le poste de second de ce bâton ne devrait pas tarder à se libérer. L'Espagnol continua son chemin et s'assit à la poupe, essayant certainement de trouver des meilleures excuses que celle qu'il avait dû donner au capitaine pour ne pas devoir s'acquitter de sa mission. « Laissez-le tranquille, dit la baleine. Laissez-le tranquille, dit la baleine. Il a suffisamment de problèmes comme ça. Non, recommença à crier le capitaine depuis la proue. Et ce que je vais devoir répéter. Tout le monde avait les yeux rivés sur la poupe. L'Espagnol s'était figé d'effarement. Mais, capitaine, maintenant? Nous dirigeâmes nos regards vers la proue. C'est un moment comme un autre. Levons l'ancre. Cap sur l'île de la Trinité. Nous tournâmes de nouveau la tête vers la poupe. Nuño resta un moment interdit, puis se leva et d'un pas décidé se dirigea vers la cabine du capitaine. Barracuda passa devant lui et entra le premier. Tout l'équipage put entendre l'Espagnol marmonner avant de refermer la porte derrière lui. Moi et ma guigne, maudite soit-elle. Personne n'enviait Nuño. Non seulement parce que nous savions tout pertinemment qu'apprendre à lire à Barracuda devrait être pire encore que de laisser dedans te tondre à coups de chicot, mais surtout comme si cela ne suffisait pas, parce que nous l'assommions de nos questions chaque fois qu'il sortait de la cabine du capitaine. Comment ça se passe? Qu'a-t-il dit à propos du H? Il a compris que tout attaché s'écrivait séparément et que séparément s'écrivait tout attaché. Il ne répondait pas. Il ne faisait que maudire dans sa barbe. Les jours qui suivirent, pendant la traversée jusqu'à la Trinité, personne ne put lire une ligne. Le livre de Phineas était continuellement réquisitionné dans la cabine du Barracuda. Le capitaine était tenu en tout et croyait que s'il s'obstinait, il apprendrait à lire en un jour ou deux. Imaginez l'état dans lequel il se mit lorsqu'il découvrit que c'était impossible. À la fin de la première leçon, nous l'entendîmes hurler. Mamé momu! Comment ça? Mamé momu! Tu me prends pour un idiot! Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, mamé momu!
Je t'ai demandé de m'apprendre à lire, pas de me faire passer pour un imbécile. » Et ainsi de suite pendant les 3 jours suivants, dès que le pauvre Nonio tentait de convaincre le capitaine, on entendait celui-ci jurer en turc, puis le bruit de quelque chose qui se brise, suivi par l'apparition de l'Espagnol qui sortait comme une flèche sur le pont, en desserrant le col de sa chemise et en maugréant. « C'est impossible, je n'arrive pas à le supporter. Personne ne pouvait apprendre à lire cet animal. Dedans, je ne sais pas comment mettre tout ça. C'est de ta faute. » Le 5e jour, je ne sais pas si c'est parce que la patience de Barracuda avait atteint ses limites ou parce qu'il avait tombé à court de choses à casser, mais le fait est que le capitaine émergea de sa cabine, planta son crochet sur le gouvernail et resta sur le pont à fixer avec une haine féroce et hors de proportion ce pauvre Nonio, qui paraissait vieillir à vue d'œil. « Il est dans la phase de déni, dit Boas Novas en regardant le capitaine. »« De quoi ?» s'étonna Eric le Belge. « Tu sais bien, répondit le Portugais, ce moment où lire est tellement difficile que tu penses que tu es bête, que les autres se moquent de toi et que tu n'y arriveras jamais. Et tu te rends compte que tout le monde responsable, ça lui passera. Vous verrez. » Le Portugais, « Tu es un fichu génie, dit le Belge, en posant les poings sur les hanches. C'est incroyable, mais je vois très bien de quoi tu veux parler. Les autres aussi, pas vrai? Nous acquissâmes en regardant Barracuda. Va savoir ce qu'il pouvait bien penser en nous voyant hocher la tête en le fixant, car il nous tourna le dos et se mit à contempler la mer. Le déni, effectivement. Chapitre 9. Le port de la Trinité regorge de commerce et on y trouve presque tout. Si on a l'argent pour payer, la ville est pleine de gens qui font toutes sortes d'affaires. À chaque coin de rue, on se serre la main, on crache par terre et on se bagarre pour tout et son contraire. Rien n'est plus difficile que le négoce entre pirates et d'autres bandits du même acabit. Quand je dis qu'il n'y en a qui seraient capables de se couper une jambe plutôt que de faillir à leurs paroles, entre nous, vous ne pouvez me croire comme quand je vous assure qu'en général, les pirates ne sont pas si attachés que ça à leurs extrémités, puisqu'ils sont susceptibles de les perdre à la moindre escarmouche. Ce que je veux vous dire, c'est que la parole d'un pirate vaut ce qu'elle vaut, et cela dépend directement de ce qu'il aura à perdre ou à gagner dans l'affaire. Donc, restez prudents. Cette fois, comme le port de la Trinité n'était pas sûr du tout, Nuno resta à bord de la Croix du Sud avec la moitié de l'équipage et l'autre moitié, dont comme vous pouvez l'imaginer je faisais partie, descendit à terre pour accompagner le capitaine. Nous déambulions dans les rues en file indienne derrière Barracuda, qui avançait d'un pas décidé. Même si la journée était très chaude, se dégourdir les jambes était plutôt bienvenu. Tout à coup, sans un mot, le capitaine s'arrêta net et nous regardâmes tout autour de nous, cherchant ce qui avait bien pu l'alerter. Il tourna lentement la tête en direction du porche le plus proche, puis la leva vers l'énorme enseigne peinte en bleu ciel sur le linteau de la porte. Il écarquilla les yeux, nous regarda et sans dire un mot s'engouffra comme une flèche à l'intérieur. Nous restâmes sur le palier, surpris jusqu'à ce que nous l'entendions dire « Dis-moi, jeune fille, c'est une auberge ici ?»« Oui. »
Oui, répondit une voix féminine. Barracuda sortit, retourna voir l'écriteau et montra les lettres bleues en remuant les lèvres. « C'est une auberge, dit-il finalement, comme s'il avait été témoin d'une apparition. Avant, elle n'était pas là, mais maintenant c'est devenu une auberge, lut-il. Oui, capitaine, c'est écrit en grand sur le panneau, lui répondit Malik. Tout à fait, répliqua Barracuda tout bas. Tout à fait, répliqua Barracuda tout bas, comme pour lui-même. C'est écrit. Vous avez faim? Allons-y. Et tout content, il entra de nouveau. Ça y est, il s'est rendu compte, dit la baleine. Je le regardai sans comprendre et il tenta de s'expliquer. De ce que c'est que savoir lire, tu vois. C'est comme si un sourd entendait pour la première fois de la musique. Ça doit faire le même effet. Nous entrâmes tous. Barracuda était ravi. Comme s'il avait réussi à doubler le Cap Horn à la nage. Il commanda de la bière pour tous et du jus de salse pareil pour moi. Une nouvelle auberge, pas vrai, dit le capitaine tout fier de lui, j'appuyai au comptoir. Eh bien, je ne la connaissais pas. Mais bien sûr, j'ai vu le panneau au-dessus de la porte et je me suis dit, ceci est une auberge, comme l'indique clairement l'enseigne. La serveuse nous regardait, l'air blasé à vrai dire. Elle ne pouvait pas savoir qu'il était extrêmement rare de voir le capitaine heureux, même lorsque nous gagnions des batailles et faisions main basse sur des trésors d'or et de pierres précieuses. Il ne se départissait jamais de son air de pisse-vinaigre. C'est pour ça que nous fûmes touchés par ce souvenir si étrange que personne n'avait jamais vu auparavant. Cette nuit-là, quand nous rentrâmes au chargeur de provisions au bateau, nous étions de si bonne humeur qu'on aurait dit que nous revenions d'une soirée de bamboche. À peine monté à bord, le même capitaine Barracuda donna une accolade fraternelle à un nonno sidéré et lui demanda comment s'était passée sa journée. Moi, ma journée? Comment s'est passée ma journée? Comment s'est passée ma journée? Répéta Nonno, surpris. Je ne comprends pas ce que... C'est qu'il a trouvé tout seul une auberge, lui expliqua à voix basse Novas. Cette explication n'éclaira plus la lanterne du pauvre espagnol. Mon brave Nonno, le rassura le capitaine en lui donnant un coup de mitka dans l'épaule. Il est encore tôt, pas vrai? On a le temps de faire un bon cours de lecture, ajouta-t-il en se dirigeant allègrement vers sa cabine. En arrivant de la porte, il s'arrêta net et lui à haute voix. Capitaine. C'est fantastique, elles sont partout, les lettres, je veux dire. Qui le crut? Le lendemain matin, Barracuda nous ordonna de tous monter sur le pont et exigea le silence, ce qui n'arrivait que lors d'événements graves ou d'importants, ou les deux à la fois. Nous nous tenions aussi quoi que les pirates peuvent l'écrire, c'est-à-dire pas tellement. Mais quand le capitaine prit la parole, on aurait pu entendre une mouche voler. Équipage, je ne dirai qu'une seule fois, et celui qui n'obéit pas aux ordres finira au fond de l'océan. Personne, je répète, personne ne dira en dehors d'ici qu'il sait lire et ne mentionnera jamais le livre du Phinéas. Ce qui s'est passé à Hispaniola et à la Barbade ne se répétera pas. Je vous interdis de lire devant tout le monde le livre à la vue de tous. De tous compris. Ce sera le secret de la Croix du Sud. Je veux vous entendre jurer à voix haute. Mais, capitaine, commença Boas Novas, c'est très difficile. Comment fait-on pour faire comme si on ne savait pas quelque chose que l'on sait? Eh bien, le borgne, lui répondit Jack le boiteux, c'est si on te demande, tu dis que tu ne sais pas, point final. Dans ce cas de figure, oui, répliqua le portugais.
Mais si on ne te demande rien, il y a des choses qui se remarquent. Mais comment tu veux que l'on voit ce que tu sais lire? Espèce de merlan-frit, intervient Éric le Belge. Mais comment veux-tu qu'on le voie que tu sais lire? Mais comment veux-tu que l'on voit que tu sais lire, espère de merlan-frit, intervint Éric le Belge en lui filant une torgnole. Est-ce que t'imagines ce que c'est écrit sur ton front ou quoi? Bien sûr que ça se remarque, protesta le borgne. On le voit forcément. On voit que tu sais des choses. Minute, le portugais a raison, intercéda le boiteux. Prenons un exemple. Si des bandits te poursuivent et que tu vois une porte avec armurerie et une autre avec sans issue, tu vas choisir la première, certainement pas la seconde. Combien sont-ils, John la baleine? Demanda John la baleine. Qu'est-ce que ça a à voir, soupira le Belge en levant les yeux au ciel. Pour savoir si je peux leur régler leur compte à la rigueur, s'ils sont 2 ou 3, pas la peine de courir. Il ne s'agit pas de ça, se désespéra Boas Novas. Ça se remarque. On comprend bien que tu sais lire. Et si on te donne à boire une bouteille sur laquelle est écrit poison? Fit Malik le Noir en se joignant à la conversation. Tu vas la boire pour ne pas éveiller les soupçons? Moi, je crois que je ne serais pas capable. Moi, je ne crois pas que j'en serais capable. Oui, si on te vend une barrique de rhum, intervint dedans, mais que tu vois qu'il est écrit haricots, moi je paie pas le prix du rhum pour des haricots. Tu serais bien bête de le faire, le soutint le boiteux, en se touchant le bras droit. Parce que je te dis que si je mettais la main sur celui qui m'a fait ce tatouage, je lui ferais boire son encre de toutes les couleurs. Allons, du calme. Allons, du calme, finit par dire Nonio. Toujours la voix de la raison. Toujours la voix de la raison. Si les types qui te poursuivent ne savent pas lire, comment vont-ils deviner que tu as choisi la parole de l'almouli plutôt que celle marquée sans dessus? C'est vrai ça, à qui est-ce? Personne ne pourrait le savoir. Au pire, si tu choisis la bonne porte, que tu ne bois pas le poison, et que tu découvres le vendeur,